nan point vigile pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas serrer. Gen mots qui ret pendier, gen phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit. Tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poteau, écrit si pour coup de bas au clos. Ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas tendé. Qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission Point Vigile. C'est toujours un plaisir de vous revoir tous les dimanches matins. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir quelqu'un de la Guadeloupe. C'est une professeure de français, présentatrice de télévision, écrivaine et probablement elle porte d'autres chapeaux que je ne sais pas encore. Je veux parler, mesdames et messieurs, de Laure Taré. Bonjour Laure, comment ça va? Bonjour Garnel, bonjour à tous nos amis internautes. Voilà, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Tout à fait. Laure, tu as écrit un recueil de poèmes titré Les poèmes de Laure et autres récits et sous-titres Au bord de l'âme. Absolument. Ce recueil paru aux éditions Nestor et si j'ai bien lu, il est divisé en 5 chapitres ou thèmes. Thèmes ou sections, oui. Sections, et parmi lesquels il y a Carpe diem, Vague de l'âme, la révolte, l'espoir, l'amour. Exactement. Mais là, aujourd'hui, on va parler sur toi. J'ai choisi 3 textes parmi tant d'autres. Il y a Avancer, les relations et Si tu peux. Avant de commencer, Laure, comment ça a été pour toi pour pouvoir écrire tous ces textes? Comment ça a été? Partage avec moi cette expérience. Alors, est-ce que tu veux savoir à peu près depuis quand j'écris? Comme tu veux. Alors, en fait, c'est vrai que j'écris depuis enfant. Je pense que j'ai commencé véritablement à écrire à partir de l'âge de 10 ans. Mais bon, ça n'a pas été régulier. Ensuite, à 20 ans, j'ai laissé tomber. Bon, bref, les années se sont succédées. Mais à partir de 2013, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à écrire de manière, on va dire, plutôt régulière. Et surtout en 2014, puisque dans le recueil, on voit effectivement, j'ai choisi de garder l'année pour montrer une certaine évolution, en fait. Donc, chaque fois, les textes, à la fin des textes, on voit l'année, le mois pendant lesquels ils ont été écrits. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? Je pense d'abord que c'est à travers notamment ce recueil sous-titré Au bord de l'âme, c'est vraiment parler de l'intériorité. Cette intériorité, je veux dire, un peu secrète, parce qu'effectivement, ce ne sont pas forcément des choses que l'on livre comme ça de manière spontanée, mais c'était aussi une façon de donner mon regard sur ce qui se passe autour de moi. Alors, parfois, ce sont des choses qui me sont arrivées, parfois pas du tout. Parfois, ce sont aussi des choses que j'ai pu observer. Mais c'était une façon pour moi de mettre à l'honneur cette intériorité, je veux dire, cette délicatesse, cette sensibilité qui nous traverse tous, parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tous une sensibilité qui s'exprime ou qu'on ne veut pas exprimer, parce que parfois dans nos éducations, surtout chez vous les hommes, on vous enseigne à ne pas montrer votre sensibilité. Mais même aussi chez les femmes, on a tendance à dire aux femmes qui sont sensibles, oh là là, mais ressaisis-toi un peu. En fait, comme si on associait souvent la sensibilité à de la faiblesse, alors que ça n'a rien à voir. La personne qui arrive à accepter ses émotions est au contraire une personne forte, une personne debout, comme on dit chez nous en créole guadeloupéen, en moun doubout. Donc, je voulais rendre hommage
à cette sensibilité et montrer que toutes ces émotions qui nous traversent sont belles. Le fait d'être triste, le vague à l'âme par exemple, ce n'est pas une fatalité. Et en plus, ce que je montre, c'est que au cours d'une vie, même au cours d'une journée, on peut par moments être très bien, commencer la journée avec le sourire et avec le sentiment d'être super fort, de pouvoir déplacer des montagnes. Et puis peut-être 2 ou 3 heures après, en fonction d'une nouvelle que l'on aura reçue, eh bien sentir que cette chose nous secoue un peu, nous plonge dans une réflexion, dans un vague à l'âme justement, et parfois aussi peut susciter en nous une révolte. Mais dans la même journée, cette révolte va produire en nous l'espoir de nous battre et de nous dire que non, ça aille, ça va aller. Et finalement, on termine la journée en se disant, mais ce qui nous aide à tenir, c'est l'amour après tout. L'amour des autres, l'amour de soi, l'amour de l'existence, l'amour pour son pays, pour les combats que l'on a envie de mener pour que notre pays, parce que en Haïti, je sais que vous menez des luttes dures, mais en Guadeloupe aussi. Alors c'est vrai que c'est pas au même niveau, mais en Guadeloupe, il y a aussi des choses qui m'interpellent, qui me révoltent et qui me donnent envie de me battre pour mon pays. Donc voilà tout ce qui me pousse à écrire, c'est cette réflexion sur la vie et sur l'intériorité. Voilà, merci. Et tu as parlé de regard. Et effectivement, il y a un texte qui s'appelle Avancer. Tout à fait. De Avancer, je ne vais pas trop dire pour l'instant. Il y a Alfred Musset, qui c'est un déclamateur, qui va nous déclamer ce texte et après, on reviendra pour les commentaires. D'accord. Lord Tarrer, avancé. Parfois, il faut savoir dire au revoir et quelquefois même adieu à tout ce qui nous a éclos et révélé à nous-mêmes. De toute façon, toutes les personnes ou situations que l'on rencontre laissent une trace indélébile. Et si l'on accepte de les regarder comme des révélateurs, alors il n'y a pas de place pour l'aigreur. Vouloir retenir à tout prix quelqu'un dont vous n'avez point allumé l'âme, c'est éteindre sa propre lumière en s'enfonçant dans des abysses de tristesse. Pour autant, ne jamais renoncer à l'amour. Pas cette supplique exigeante, étouffante et suffocante qui ordonne que les autres vous reconnaissent et vous aiment, mais plutôt cette offrande parfumée aux essences de joie, de sérénité et de liberté qui accueille et apaise. Oui, ouvrir la porte et laisser s'échapper les lourdeurs accablantes que le manque de lucidité retient, comme s'il s'agissait d'un ersatz de bonheur. Bien. Avancer, c'est un texte en prose qui possède 5 paragraphes avec une musicalité très riche en assonance et en allitération. Je peux dire, au premier paragraphe, on a une assonance en A, très, très répétée. Au deuxième paragraphe, une allitération en T. Au troisième paragraphe, une allitération en S. Et au quatrième, une assonance, pas une assonance, des assonances en un et un né. Oui. Alors, moi, je peux résumer ce texte ainsi. Il faut savoir dire au revoir et quelquefois adieu. Et pendant qu'on fait ces adieux, il faut laisser une trace indélébile et vouloir retenir quelqu'un dont vous n'avez point allumé l'âme. Pourtant, jamais renoncer à l'amour.
Et en Absolument. conclusion, et en conclusion, tu dis ouvrir la porte et laisser s'échapper les douleurs accablantes que le manque de lucidité retient comme s'il s'agissait d'un ersatz de bonheur. Mais là, alors, ma question, c'est, tu fais un constat et après ce constat, tu donnes des conseils dans ce texte. Mais il y a le mot ersatz dans la conclusion que je voulais comprendre. Pourquoi l'as-tu utilisé? Alors, j'avoue que c'est un mot que j'aime beaucoup Oui. parce que je crois qu'il se retrouve dans un autre texte dont je ne me rappelle plus le titre. Alors, comme je dis, laisser s'échapper les lourdeurs accablantes que le manque de lucidité retient, comme s'il s'agissait d'un ersatz, c'est-à-dire d'un faux Le semblant faux, en exact. réalité, un faux semblant. Et très souvent, dans notre manière de vivre, on s'accroche à des choses en pensant que c'est le bonheur, en pensant que c'est ce qui va nous maintenir dans une certaine verticalité, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de faux, c'est du toc. Il y a un mot qu'on aime dire dans le créole martiniquais, c'est chrysocal. C'est un bit qui assemble là, mais qui pas là. Et donc, Exactement. moi, c'est vraiment, je termine en disant que arrêtons de s'accrocher à des choses comme si c'était du bonheur, alors qu'on sait que c'est pas du bonheur. C'est on l'a semblant à bonnet, à pas bonnet qu'il a. Et parce que nous vivons dans une société qui a tout basé sur l'apparence. Il faut que ça ressemble à. Et moi, je dis au contraire, il ne faut pas que ça ressemble, il faut que ce soit. Donc, pas un ersatz, pas un faux semblant, pas une apparence, pas un décor, mais il faut aspirer au bonheur véritable qui ne se trouve pas justement dans l'apparence, mais qui se trouve dans ce que l'on va cultiver à l'intérieur de soi. C'est ça le message. Voilà. Je ne vais même pas te demander c'est quoi le bonheur. Tu l'as déjà défini à ta manière. Bien. Merci pour cette explication. C'était vraiment enrichissant. On va continuer avec notre deuxième texte. C'est les relations. Et tout au début, tu as parlé concernant les relations, concernant l'amour. On va voir avec Martine Jason qui va nous déclamer les relations. D'accord. Les relations. Certaines relations vous subliment, d'autres vous abîment. Certaines relations vous propulsent, d'autres vous répulsent. Certaines relations vous câlinent, d'autres vous minent. Certaines relations sont des cadeaux du ciel, d'autres des présents de fiel. Certaines relations vous apaisent, d'autres vous pèsent. Toutes les relations, si belles soient-elles, parfois chancellent. Les relations, c'est un poème composé de 12 vers en forme libre, mais qui conserve, d'après moi, sa forme classique avec une rime plate, suffisante, avec des sons consonantiques au final de chaque vers. Une assonance en nous qui représente un ou une interlocutrice, un interlocuteur ou une interlocutrice. Alors, que représente l'autre pour toi dans une relation? Alors, quand j'ai écrit ce texte, je pense que j'étais en train de réfléchir aux relations que l'on tisse avec les gens, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles. Et l'autre représente cet autre nous-mêmes, mais par moments que l'on méconnaît. L'autre parfois peut être quelqu'un de très proche, notamment dans l'amitié, comme disait donc Montaigne en parlant de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ou parce que c'était moi, parce que c'était lui, donc pour montrer donc la réciprocité. Mais parfois l'autre représente cet étranger. Alors pas forcément étranger au sens qu'il appartient à un autre pays, hein, mais cet étranger qui, dans sa manière d'être,
de se comporter va susciter chez nous une sorte de rejet, parfois même une sorte de répulsion, parce que dans sa manière de se comporter et d'agir, on se dit, mais c'est pas possible. Cette personne-là ne peut pas être digne d'être un être humain. C'est pas possible, par exemple, d'être aussi cruel. C'est pas possible d'être aussi inhumain. Et donc, cet autre-là va parfois représenter quelque chose de très éloigné de nous. Mais parfois aussi, cet autre-là, dans sa différence, va faire écho à des choses qui sont au fond de nous et avec lesquelles on n'a pas, comment je vais dire ça? Ça va faire écho en nous, mais on n'a pas envie de regarder cela. Cet autre-là va révéler des choses cachées en nous, mais des choses qu'on n'a pas envie de voir. C'est pour ça que je dis que très souvent, l'autre est un révélateur de notre propre humanité ou parfois aussi de notre propre inhumanité. Donc, l'autre, c'est à la fois ce proche que l'on va aimer de manière spontanée, mais c'est à la fois aussi cet autre moi-même que je n'ai pas envie de voir. Voilà, c'est ça pour moi. En fait, l'autre, c'est une complexité. Les relations, en fait, tu disais? Non, je disais que les relations, finalement, ne sont pas si simples que ça. Elles peuvent paraître spontanées quand on a le sentiment de rencontrer un écho de nous-mêmes, notre miroir, en fait. Mais parfois, cet autre-là va nous bouleverser aussi parce qu'il va révéler en nous des choses qu'on n'est pas prêt à regarder. Ouais. Quelle est la place de l'introspection dans l'autre? La place de l'introspection, elle est fondamentale parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, l'autre va nous aider à regarder en nous-mêmes des choses. Par exemple, quand il y a un crime assez sordide qui est commis, spontanément, on se dit, mais c'est pas possible, c'est horrible ce que cette personne a fait. Mais comme j'aime à dire, au fond de nous, ne sommes-nous pas tous un peu de cet autre-là qui a commis cette chose horrible? Parce qu'en réalité, ce qui fait que souvent on ne passe pas à l'acte, c'est notre éducation. L'éducation est une barrière. On construit chez nous le fait d'arriver à retenir nos pulsions. C'est pas parce que quelqu'un nous agace qu'on va lui balancer un objet au visage. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a fait du mal qu'on va lui rendre l'appareil. Donc, il y a l'éducation, la religion, la morale, il y a toutes ces choses qui sont construites en nous et qui nous empêchent de passer à l'acte. Mais je me dis que, est-ce que, et là c'est une question que je pose, est-ce que si cette éducation qui nous est donnée par notre famille, par la société, par la religion, par la morale, si toutes ces choses-là n'existaient pas et ne nous étaient pas données dès la naissance, est-ce que nous ne serions pas tous comme ça, dans cette spontanéité, à commettre des actes horribles? C'est une question que je pose. Donc là, je suis quelque part dans un débat philosophique. Quand quelque chose est commis d'horrible, est-ce que ce n'est pas une part de nous-mêmes latente, mais qui ne va pas s'exprimer parce que, nous, on a reçu suffisamment de choses en nous qui nous permettent effectivement de ne pas choisir cette voie-là. Mais quand quelque chose d'horrible est commis, c'est quelque part notre humanité que l'on doit interroger. C'est une part de nous-mêmes aussi. Oui. Voilà pourquoi Jean-Paul Sartre, il disait l'enfer, c'est les autres. C'est les autres. Ouais. Exactement. Exactement. Et les autres, c'est aussi un peu de nous-mêmes. Exact. Ouais. Parce que l'homme vivant en société, on ne vit pas seul. Je suis toi, l'autre est un peu moi, et c'est comme ça qu'on a une sorte d'interconnexion. Alors, même s'il y a des choses que l'on ne va jamais commettre, que l'on ne va jamais faire, mais quelque part, c'est un être humain comme moi-même qui l'a commis, donc quelque part, c'est mon humanité qui a été interrogée, questionnée. Voilà. Alors, notre dernier texte, oui, c'est « Si tu peux ». Un texte que j'aime vraiment. Et on va entendre Réginald Germain qui va nous déclamer « Si tu peux ».
Si tu peux regarder ton passé avec joie, si tu peux repenser à ceux qui t'ont blessé sans colère, si tu peux te jouir du bonheur de ceux qui t'ont quitté, si tu peux accueillir chaque nouvelle épreuve avec l'espoir qu'elle te fasse grandir, si tu peux continuer à aimer avec enthousiasme, si tu peux regarder le monde avec des yeux émerveillés, si tu peux accepter avec mansuétude la personne que tu es, si tu n'éprouves aucune jalousie face au succès d'autrui, si tu peux être toi avec joie et liberté, alors tu peux dire que ta vie est un chant dont la mélodie propage des notes sincères et suaves. Bien. Si tu peux, c'est un texte en prose qui possède un retour anaphorique avec l'expression « si tu peux » qui insiste sur ce qu'on pouvait faire, dire, espérer et accepter. On est tous, lors en quête de liberté, d'une façon ou d'une autre. Si je te demande d'ajouter un mot, une phrase ou un autre paragraphe que tu voulais ajouter à ce texte, tu écrivais quoi? Alors, c'est vrai que dans le texte « Si tu peux », c'est une invitation en fait à l'espérance. Parce que le texte se termine en disant si tu peux être toi avec joie et liberté. Donc, moi, si jamais je devais ajouter quelque chose, je dirais alors sois, vas-y, puisque en réalité, tu le peux. Si tu peux faire tout ça, c'est que tu peux finalement être un humain qui charrie avec lui. Comment je vais dire ça? Je ne veux pas dire, alors c'est vrai que ça va sembler banal, des tonnes de bonheur, mais je veux dire que quand on arrive finalement à traverser tous ces écueils, à traverser toutes ces épreuves, alors ça veut dire qu'en réalité, on a ce pouvoir en nous de nous tenir à la verticale, et justement on va faire écho au texte précédent, et d'avancer dans l'humanité, d'avancer dans l'amour. C'est la raison pour laquelle je termine ce recueil avec la partie sur l'amour. Quand on a traversé toutes ces épreuves-là, ce n'est pas pour rien en fait. C'est pas pour être sec, desséché. Au contraire, c'est pour être rempli, hydraté d'humanité, hydraté d'amour, hydraté d'espoir. Donc, si jamais je devais ajouter quelque chose à ce texte, si tu peux, alors puisque tu peux, vas-y, avance dans l'humanité, avance dans l'amour. Voilà. Il y a une phrase que j'aime vraiment dans ce texte. Tu dis que si tu peux accueillir chaque nouvelle épreuve avec l'espoir qu'elle te fasse grandir. Ça, c'est joli, c'est beau à entendre et même à lire aussi. Lors ce texte, ce recueil, comment une autre personne peut procurer ce recueil, que ce soit dans les Antilles ou ailleurs, comment on peut procurer ce recueil? Alors, en fait, il est vendu en Guadeloupe dans toutes les librairies. Je crois qu'il existe aussi en Martinique, donc dans la librairie qui s'appelle la Nouvelle Librairie, anciennement librairie, donc Mediastore, qui s'appelle maintenant Cultura. Je crois qu'on le trouve aussi, mais je ne suis pas sûre, à la FNAC de Martinique. Sinon, il suffit d'écrire aux éditions Nestor. Vous allez sur le site des éditions Nestor et dans le catalogue, vous allez cliquer et vous commandez le livre et il est livré très rapidement, quelle que soit l'adresse. Je crois qu'au bout de 3 jours, vous pouvez avoir le recueil. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous recommande, ou bien je vous ordonne en fait, pas une recommandation, je vous ordonne d'acheter ce livre. Parce que il y a des textes que j'ai pas choisis, si c'est exprès, mais il y a des textes qui
qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants. Vraiment très intéressants. Et je te félicite, Laure, pour cette plume, pour cette écriture que tu as. C'est vraiment riche en mots, riche en écriture, riche en expression. Euh, c'est vraiment on sent vraiment que la professeure, elle était là dans cette écriture. Toutes mes Merci félicitations. beaucoup. Ah ben oui, tu m'as envoyé le texte et j'étais vraiment, en lisant le texte, j'ai dit, waouh, quelle richesse, Merci, quelle merci. profondeur. C'est Merci bien. beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, il y a un petit cadeau que Laure vous a fait. Et je vous dis, bonne audition. Et avant, merci Laure d'avoir participé à notre émission. Et j'espère, ce n'est pas la première fois et on se reverra une prochaine fois. J'espère bien. Merci. Merci à toi, Garnel. Merci pour ton invitation qui m'a beaucoup touchée. Partager comme ça de la poésie, partager mon univers. Non, vraiment, ça m'a fait plaisir et j'espère que nos auditeurs, nos amis internautes prendront plaisir aussi à découvrir ce recueil et à apprécier donc notamment le cadeau qu'on va leur offrir dans quelques instants. Tout à fait. Merci. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, de passer un excellent dimanche et une très bonne semaine. C'était Laure Taré et Garnel Pierre dans Point Vigile. Bye bye. Merci. À la prochaine. Alors, nous allons lire un texte qui s'intitule « Elle et moi ». J'ai envie de hurler. Hurler ma tristesse, ma colère, ma déception, mes blessures. Hurler, 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 te dis-je. Et ça te servira à quoi? Hormis le fait de passer pour une hystérique, de faire peur à la bonne société, d'éloigner de toi de potentiels amoureux, de briser le lien social, je ne saurais te conseiller de te calmer, de rentrer cette colère enfantine et d'aborder un joli sourire. Rien à foutre de rassurer les gens, figés qu'ils sont dans leur faire-semblant cadavérique, figés qu'ils sont dans leur imposture macabre, figés qu'ils sont dans leur suffisance carnassière. Je veux juste hurler, hurler mes amitiés trahies, hurler mes amours fausses notes, hurler, te dis-je. Pourquoi se faire tant de mal? Que crois-tu? Tu crois véritablement que tes hurlements changeront le cours des choses? Tu crois que quelqu'un veut les entendre? Pourquoi veux-tu changer la marche du monde? Quelle prétention! Tu n'es personne, juste une femme qui croit à des fables, mais tu n'es pas nouveau. C'est la palissade. La femme est toujours du côté de l'émotion. La réflexion, ma foi, trouve rarement un accès. Et tu n'as même pas honte de vomir des clichés aussi immondes. Tu ne redoutes même pas d'être foudroyé sur place, instantanément, pardon. Ma gorge se noue, la colère gronde. C'est le problème des femmes noires. Toujours à parler aussi fort, comme si c'était la colère qui les avait enfantées. Toujours à revendiquer, à pester, à protester, à dénoncer. Pourquoi ne pas simplement accepter la place qui est la tienne? Tu désorganises le monde et tu t'étonnes que les choses se dégradent. La femme noire te dit merde. Elle te dit merde car elle connaît le poids de son humanité. Elle sait combien présenter sa face noire au monde lui vaut 1000 coups, sans compter ceux qu'elle ne voit pas venir. Mais jamais je ne voudrais être une autre femme que celle que je suis.
Jamais je ne chercherai à être rassurante afin de conforter le raciste qui me fait face dans l'idée que nous, ces femmes noires-là, sont dangereuses et qu'il faut les dominer par l'argent, le sexe, la violence, la chosification. Oui, je la connais, cette vieille rengaine. Ta couleur se voit suffisamment, alors tais-toi. Eh bien non, non et non, je ne me tairai pas. Je ne laisserai pas mon humanité aux mains de prédateurs vampires qui rêvent de me faire subir les atrocités les plus abominables qui soient. Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils ont explosé mes chairs. Ils m'ont laissée pour morte. Mais jour après jour, je me suis relevée, affirmée, révoltée et me tiens à la verticale. Ils ont tenté de faire de nous des poupées de salon pour mâles souffrant d'ennuis profonds. Notre couleur exotique transporterait tout un univers érotique, mais celui-ci est dégradant. On nous a prêté une sensualité lascive, une capacité hors norme à assouvir tous les désirs, toutes les pénétrations. Il paraîtrait que nous serions faites pour cela. Alors ton conseil, qui consiste à me dire de me calmer, elle te dit merde, la femme noire. Tu vis dans le passé toute ta vie, toute votre vie. Voilà passer de la lunette amère, arrière. Que peut-il émerger de bon dans cette attitude victimaire? Et puis, pourquoi toujours parler de ta couleur, colère, hein? Tu veux quoi, au juste? Je veux être au même titre que n'importe quel être. Être dans l'habit confortable d'un humain respecté et respectable. Être au monde dans une sereine humanité. Être, tout simplement, n'avoir pas peur que ma couleur limite mes jours sur cette planète. N'avoir pas peur que ma couleur réduise mes chances au bonheur. N'avoir pas peur que mon discours soit biaisé par les préjugés attachés à ma couleur. Être tout simplement dans la joie d'un passager qui parcourt le monde avec l'assurance que son humanité sera embrassée. Je me fiche assez que tu me comprennes ou pas. Ce qui compte, c'est que je puisse hurler autant que je veux contre l'injustice faite aux miens. Ce qui compte, c'est que je défie l'ordre crasse, établi par la crasse puante de cette humanité qui a décidé que j'étais inférieure. Ce qui compte, c'est que les miens avancent dans leur humanité verticale et pourfendent la horde des barbares farcis aux idées de lumières éteintes. Je suis cette voix qui hurle, car l'heure n'est pas aux berceuses soporifiques. Merci, Garnel. Merci, Laure. Vini nan mwen vikil pou fè kaye pran rakonte tout sa Garnel pa kasere. Gen mot ki ret pandye, gen fraz ki ret kroke, parol ki pa ekri, tout sa mot pa ka di. Parfois li debay mo poto, ekri ti prokout bazok lo, sa ou pa ka we, sa ou pa tande, ki sa ou ka fe le mots cachés.